Bonjour à tous. Donc je m'appelle Hélène Deléan, je suis artiste plasticienne. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail. Comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail tout autant que de mon parcours en regard de cet objet d'étude d'aujourd'hui qui est le commun. Donc j'ai étudié aux Beaux-Arts à Paris la photographie documentaire. Pendant 5 ans, j'ai travaillé dans des temporalités assez longues sur les questions relatives à la représentation du réel, à l'immersion de soi dans un territoire spécifique et enfin à produire des images, des récits et à les exposer. Ce sont des approches qui m'intéressent toujours, mais dont la finalité, ou plutôt la forme finale, à savoir le tableau, l'exposition ou l'accrochage, m'ont posé à un moment problème. J'ai senti un décalage entre l'expérience du terrain, qui était donc relatif à une pratique documentaire, ces rencontres, et la restitution que je pouvais en faire en tant qu'artiste. J'ai donc, après mon diplôme, changé presque radicalement de pratique. Donc j'ai arrêté la photographie. Et je me suis retrouvée dans une situation de nouvel apprentissage, cependant démunie des moyens de l'école d'art et de ses interlocuteurs, ce qui est par ailleurs une situation partagée par tout étudiant diplômé. Maxime et François en parlaient tout à l'heure. Quand on sort de l'école, on est seul. Donc, ce qui veut dire qu'il faut créer soi-même les conditions de l'expérimentation et les conditions du travail en général. Donc là, c'est le début d'un autre parcours, plus chaotique, un collage de différentes expériences qui prend différentes formes. Donc, ils peuvent aller de la participation à des résidences, des programmes de recherche, des écoles alternatives, mais aussi à la construction d'un terrain de jeu, donc de construction de projets collectifs qui peuvent prendre la forme donc d'expositions, de workshops qu'on peut faire organiser dans les ateliers des uns des autres ou dans les maisons, des publications, enfin plein de choses que j'imagine vous mettez déjà en place en tant qu'étudiant et que vous connaissez. Donc c'est assez logique, c'est assez logiquement qu'on cherche à recréer un environnement semblable à celui de l'école. Et c'est les moments où commence un peu à se cristalliser, à se créer une communauté d'affinité. Et je pense qu'un bon nombre de jeunes artistes ont fait l'expérience de ces projets collectifs à ce moment-là. Qui sont d'ailleurs pas nécessairement les projets les plus intéressants, parce que c'est souvent des moments où on tente de coller des attitudes ou des formes qui nous semblent assez professionnelles, mais qu'on a plus ou moins mal dégourdies. Mais ça reste des projets charnières, je pense, parce qu'ils sont finalement assez libres et investis d'idéaux. Donc, je vais vous parler d'un de ces projets-là, que j'ai fait en 2012. Donc, Les Détectives Sauvages, c'est le titre d'un livre de Roberto Bolaño. C'est le récit d'une bande de jeunes enivrés de poésie et d'idéal révolutionnaire. Donc, avec ces amis-là, cités au-dessus, on était dispersés dans différentes villes, fraîchement diplômés, et on a décidé d'utiliser ce récit, ce livre, comme un prétexte pour travailler ensemble. Ça a d'abord donné lieu à une correspondance entre nous, avec des échanges d'images, de références, des mails, quoi. Et puis finalement une exposition. Donc cette exposition, on lui a donné la forme et le nom d'un feuilleton, dont le sujet principal était littéralement le groupe, notre groupe, la bande, et sa mise en scène. Donc concrètement, ça consistait en un décor. Et chaque jour était un épisode dans lequel avait lieu une action, une pause, qui pouvait tout autant être un geste du quotidien qu'un mouvement de rupture, par exemple, comme cela arrive souvent dans les histoires de groupe. Ce qui a été important et formateur ici, et qui est un des points que j'aimerais juste
suggéré dans cette question du commun en art, c'est donc la notion d'auteur. Parce que ce genre de projet, en fait, on partage absolument toute l'autorité du récit et des formes qu'on met en scène et en espace. Et c'est assez différent d'une exposition de groupe ou d'une exposition collective où on met des choses côte à côte, en fait. Donc cette notion-là d'autorité, enfin authorship, on y est souvent confronté quand on travaille et quand on produit des œuvres d'art en collaboration. Qui a fait quoi, qui a eu l'idée. En fait, ce sont des questions qui sont rarement posées, mais qui sont sous-jacentes et qui sont difficiles à prendre en compte quand on démarre comme ça une pratique. C'est aussi des notions, enfin donc ces notions d'auteur et de collaborateur, qui sont en jeu quand il s'agit de travailler ou de produire des œuvres dans des contextes spécifiques, avec un public spécifique. Comme ça peut être par exemple le cas en milieu scolaire. Donc en 2012 et plusieurs autres fois par la suite, j'ai passé presque un an en résidence dans une école élémentaire, donc dans une classe à Saint-Ouen en banlieue parisienne. Là, ça a été en fait la rencontre avec un groupe d'enfants, un groupe d'élèves, d'enseignants, dont je ne faisais pas partie et dont je ne connaissais ni les désirs ni les problématiques. Donc je leur ai proposé par le biais d'ateliers d'écriture et d'expression corporelle de se créer des personnages et de les incorporer, puis de les placer dans le décor dans lequel nous nous trouvions, qui était donc l'école. Ça a donné lieu à cette vidéo donc, que je vais vous montrer, Peuple jeune, qui, bien que je la considère comme un travail chorégraphique, peut aussi être vu comme un travail documentaire. Donc c'est aussi des projets dans lesquels peut se poser la question de l'agir sur, enfin je ne sais pas trop comment le dire autrement, c'est-à-dire comment, au-delà de la représentation, on peut essayer de faire opérer quelques transformations, quelques déplacements sur ce réel, en l'occurrence ici, dans l'institution scolaire. Il me semble important de se poser la question de ce qui peut nous rassembler lorsqu'on travaille dans un contexte ou dans un territoire que nous ne connaissons pas et qui nous échappe totalement. C'est en tout cas la question que je me suis posée quand je suis allée donc, à Shanghai pour participer à un post-diplôme qui s'appelle l'école offshore, que vous connaissez peut-être et que par ailleurs je vous recommande. Je ne vais pas rentrer dans toutes les considérations géopolitiques et culturelles à propos d'une mégalopole comme Shanghai ou d'un pays comme la Chine. On n'a pas trop le temps, mais je vais vous parler tout simplement d'un projet que j'ai fait là-bas, mais qui implique forcément un peu toutes ces questions-là, et qui a eu lieu dans un bazar, dans un marché couvert. L'artiste qui a créé le programme de recherche où j'étais avait aussi donc créé ce qu'on pourrait appeler un artist run space. Donc c'est un box, un stand dans un marché populaire de la ville où il y avait régulièrement des expositions, des interventions. Donc j'ai travaillé à partir du sitcom le plus populaire du moment, donc Toi qui viens des étoiles. C'était la série que tout le monde regardait partout, sur les smartphones, dans le métro, partout. Toi qui viens des étoiles, donc c'est l'histoire d'un alien qui a une apparence humaine et qui est bloqué sur Terre, dont le souhait le plus cher est de rentrer sur sa planète, ce qui n'est pas vraiment possible. Il est évidemment très intelligent, très beau, riche et doté de super pouvoirs comme celui de ne pas vieillir. Il n'a qu'un seul ami, qui lui en revanche commence à vieillir. Et évidemment, au moment où il aurait l'occasion de pouvoir rentrer chez lui, il découvre l'amour, enfin il tombe amoureux d'une terrienne. Donc on a là un certain nombre de sujets notoires, la solitude, l'exil, le mérite. Et donc il m'a semblé intéressant de les remettre en scène. J'ai donc proposé le tournage d'un épisode bonus de cette série dans ce lieu, donc dans le bazar.
Donc par un système d'annonce, toute personne qui le désirait pouvait venir interpréter une scène ou en être spectateur. Il y avait un scénario qui était proposé, qui était écrit à partir de lignes de texte piochées dans la série. J'avais travaillé à partir des sous-titres. Et cela pouvait se jouer donc soit en anglais, soit en chinois, voire les deux. Et le but n'était pas de produire un film ou une vidéo, mais bien une performance, un événement live auquel des personnes le désirant pouvaient participer. Ce qui m'a intéressée dans le fait d'expérimenter ce projet-là, c'était de pouvoir proposer un espace de prise de parole en public, et ce depuis un objet pop, donc la série télé, où grâce en fait à l'improvisation et au prétexte de la fiction, il est finalement possible de s'en éloigner pour proposer un autre discours, parfois et souvent un peu plus politique. C'est une situation que j'ai expérimentée, la situation de prise de parole d'un espace de prise de parole que j'ai expérimenté de nouveau, toujours en Chine. Ici, dans une exposition qu'on avait organisée dans un karaoké, qui en l'occurrence avait la particularité d'être réservée aux membres du parti, et qui donc alternait les tubes pop et les chansons partisanes. Donc avec un ami artiste, on a décidé d'utiliser donc le système de karaoké déjà présent, qui est tout simplement l'écran placé au centre de la salle et son micro. Et on a produit un morceau de musique, donc un tube de K-pop, un truc qui ressemblait, une vidéo et des paroles dans lesquelles étaient insérées des injonctions aux chanteurs. Par exemple, sing something about you ou say something about happiness, des choses en apparence anodines, mais qui laissaient l'espace à un discours face à une audience, une assemblée. Le morceau était en boucle, donc du coup les gens aussi préparaient ce qu'ils voulaient dire. Donc ça a donné lieu à des déclarations, des confessions, ce genre de choses. Et le dernier projet dont je vais vous parler, c'est un projet qui est toujours en cours, donc sur lequel je travaille en duo depuis 2 ans, sous le nom Dear My Name, qui jusqu'à présent en fait a été un protocole qui a pris la forme d'une enquête menée auprès de personnes qui ont répondu librement à une annonce qui était diffusée plutôt sur les réseaux sociaux. Donc, le protocole, en gros, c'est au cours d'un entretien individuel, on navigue entre les apparences d'un institut de sondage, d'un entretien d'embauche, d'un casting ou encore d'une société de conseil. C'est pour une personne et il s'agit de faire émerger une discussion et une réflexion commune sur des problématiques de société. Donc, on propose le remplissage d'un questionnaire qui concerne les désirs et les besoins qu'invoquerait la création d'une émission ou d'un objet médiatique. Donc c'est des questionnaires qui n'ont pas du tout de valeur scientifique, leur but n'est pas du tout de récolter une donnée, il n'y a pas de fonction scientifique, mais ils nous servent littéralement de scénario pour cette discussion. Ils sont inspirés de divers documents, autant documents activistes ou d'expériences psychologiques, ou encore d'outils d'analyse marketing ou managériale. Ils sont remplis et commentés simultanément. Donc c'est une discussion qui se crée donc avec nous, où on n'est pas du tout en train de jouer un rôle ou de performer quelque chose, on est vraiment en train d'échanger et d'accompagner le récit qui est en train de se créer. Donc l'usage est véritablement de proposer un appui à la construction d'une réflexion en direct et de générer un support de discussion ancré dans la réalité des participants. Donc le participant devient tout à la fois acteur et co-auteur du projet à suivre, puisqu'idée est de garder contact et de continuer à
de recontacter les gens plutôt pour continuer l'expérience. Donc c'est un travail qui est tout à la fois manipulateur et révélateur d'affect et d'opinion. On se plaît à jouer le jeu bavard et imprévisible de l'opinion publique. La scénographie, l'agencement de l'espace est assez important pour nous dans ce projet. Donc là, c'est la suite. Parce qu'il s'agit quand même avant tout d'une mise en scène. Donc avec une dimension théâtrale assez forte. Et on s'en est rendu compte en l'occurrence quand on a eu l'occasion de réexpérimenter ces situations dans d'autres endroits où on était invité sans pouvoir agir sur l'environnement, sur l'espace, et où donc il ne restait que la situation de l'entretien. Et en fait, ça provoque pas du tout les mêmes effets. Donc nous, on a un champ lexical assez restreint qui est constitué de miroirs sans teint, donc qui crée un espace en fait où on se voit et on oublie qu'on est vu de l'extérieur. Donc il y a un effet vitrine très neutre avec une transformation du sol, lumière très blanche, et à chaque fois aussi un mobilier. Donc là en l'occurrence une table qui en fait joue sur l'influence de la parole en fonction de là où on est positionné. On est plus ou moins dans un espace de confort ou de domination. Mais concrètement, on est sur une scène. Et ça, c'est assez important de le préciser. Donc dans cette seconde partie, on a le seul possible et l'échec. On a recontacté les personnes par le même système d'annonce. Enfin, on a recontacté les personnes de la première fois, et on a aussi remis le même système d'annonce. Et cette fois-ci, on a composé des groupes. Les groupes se sont composés aléatoirement. Et le protocole n'était plus guidé par des questionnaires, mais tout simplement par cette question, le seul possible et l'échec, qui donc amenait des récits et des positionnements. Le but étant de produire un objet collectivement, comme un pari, tout simplement, à produire un objet en groupe. Voilà. Je crois que j'ai parlé très vite, mais je vais m'arrêter là en termes de présentation. Si vous avez des questions maintenant ou plus tard, c'est possible. Voilà. Merci.